OK, Dan, c'est Anushka. Je vais poser une question. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est un immense éventail, qu'on n'est pas juste une section d'éventail, mais qu'on a un déploiement, puis que d'un grand éventail qui bouge, mais qu'on n'est pas juste une lanière de l'éventail. Oui, on peut dire cela, mais il faut reconnaître que tous les différents plis de l'éventail, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, sont faits d'une seule et même lumière. Et que d'abord, tu es cette lumière. Il faut comprendre que l'éventail qui prend toutes ses formes, si on prend l'analogie de l'océan, tu es l'eau. Tu es l'eau qui peut être sans mouvement, sans activation, ou avec activation des courants, si c'est des émotions, des sensations, et ou des vagues, si c'est des pensées, tu vois. Et le monde aussi, qui nous apparaît en fait à travers les 5 sens, par des pixels d'information, sont aussi faits de cette conscience. Il faut reconnaître l'unité. Donc avant de parler des plis dont on prend la forme, il faut reconnaître que tu es ce sans forme. Et ce sans forme se redécouvre lorsque tu ramènes ton attention vers ce qui en toi est toujours là. Qu'est-ce qui est toujours là en toi? C'est ce qui fait bouger l'éventail, le fait danser au vent. Oui. Mais comment tu pourrais... quelles seraient les caractéristiques si tu explorais ta véritable nature? Si tu voulais nous parler de toi, de ce que tu es et qui n'a jamais changé. Dans ta vie, il y a eu beaucoup de péripéties. Différentes. Beaucoup de localisations différentes, beaucoup de lieux d'habitation différents. Beaucoup de créations différentes. Beaucoup de souffrances, beaucoup de joie, etc. Quelque chose a toujours été là. En chaque expérience. Quelque chose n'a jamais changé. Quelque chose est demeuré le même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cela? C'est quoi ça? Parle-nous de ça. De ce qui en toi est toujours là. Qu'est-ce qui a toujours été là? Anushka, elle a des avis différents selon les époques, selon l'humeur, selon le tempérament, selon les rencontres, selon la météo de l'environnement. Pourtant, tu as l'impression d'avoir toujours été la même, non? Oui. Lorsque tu m'as décrit une part de ton histoire dans ton dernier mail, il y avait beaucoup de péripéties, mais tu as bien conscience que c'est la même personne, entre guillemets, j'utilise ce mot-là, hein, mais qui a vécu tout ça. Oui. Alors, parle-nous avant de nous parler des différentes expériences, des différentes lumières de l'arc-en-ciel, parle-nous de la lumière elle-même, de ce que tu es au plus intime de toi-même. De ce qui... Quelque chose qui ne bouge pas. Oui. C'est une présence qui ne bouge pas. Il y a une transparence. Oui. Alors que les objets dont tu as conscience sont opaques. Oui. On ne peut pas voir à travers le lac qui est devant moi. Hein. Je ne peux pas voir le lac à travers. Mais si je retourne l'attention vers moi,
je découvre ici, au-dessus de mes épaules, un hublot de transparence, par lequel les couleurs, le vert de l'herbe ne pourrait pas être perçu sans la transparence. Le brun de la guitare ne pourrait pas être perçu sans la transparence. Le noir de la caméra ne pourrait pas être perçu sans la transparence. Mon corps, mes jambes ne pourraient pas être perçus sans cette transparence. Donc, ok. Donc il y a une immuabilité que tu reconnais là maintenant, ici. Oui. Comment on se sent quand on reconnaît cet élément qui ne change jamais en soi? Ben, on se sent plus immense. On sent sans fin, sans limite. Ouais. C'est infini. Donc cette infinitude te signale que ce que tu es n'est pas personnel. Exactement. Ouais. C'est très rassurant. Parce que c'est intime avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'amour. Et puis... Oui, parce que quelque chose d'illimité ne dit pas non à quoi que ce soit. Ça a déjà accueilli toute forme, puisque toute forme est finie, et que toi tu es l'illimité. Et si tu ressens vraiment que tu es cet illimité, alors tu as déjà tout accueilli. Parce que, est-ce que c'est hors du temps aussi? Ça, c'est déjà... Oui, c'est hors du temps. C'est vrai. Et ça bouleverse toutes nos conceptions matérialistes, dualistes, physicalistes. Nous, on a l'impression que les expériences apparaissent dans l'espace-temps. C'est comme ça qu'on nous l'enseigne. Non. L'expérience apparaît dans la conscience. Le monde, les sensations, les perceptions apparaissent dans la conscience. Même le temps et l'espace apparaissent dans la conscience. Parce qu'après tout, le temps n'est que le concept du changement. Le temps n'est pas quelque chose de réel. C'est un mot qui désigne le changement. Et c'est très bien que l'homme mesure le changement par une temporalité, ce qui nous permet de nous donner rendez-vous ce soir à une heure exacte. Sauf pour Sandra ou d'autres qui viennent quand ils veulent, mais c'est très bien aussi. Et l'espace, c'est le concept de l'étendue. Ce sont des concepts. Mais tous les points de l'espace que vous pouvez percevoir, ils apparaissent où? Sinon, ici dans la conscience. Et donc, oui, tu fais bien de souligner ça, c'est essentiel, ce que tu es n'apparaît pas dans l'espace-temps. C'est l'inverse, c'est l'espace-temps qui apparaît en toi. Donc oui, ce que tu l'as dit, c'est ultimement rassurant. Quand on sait cela, est-ce qu'on va chercher à se rassurer au travers du résultat d'un match de foot, d'une élection, ou de la course du destin, dans une relation amicale, amoureuse? Est-ce qu'on va se soucier du scénario? Non. Est-ce qu'on peut avoir peur? Pour avoir peur, il faut à nouveau oublier que l'on est cette infinie conscience, faire semblant de se contracter exclusivement dans un corps mental. Et là, à nouveau, on peut éprouver la panique,
la peur, le désespoir. C'est simple. Ce n'est pas toujours d'apparence ou d'accès apparemment facile, mais c'est simple. C'est le sens des paroles de Maître Eckhart quand il dit « Soyez dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. » Qui suis-je avant la pensée ? Qui étiez-vous, nous disait Nisargadatta Maharaj, avant que le spermatozoïde de votre père et l'ovule de votre mère ne se rencontrent? Donc vous voyez, l'accès à cette reconnexion avec soi-même est facile, mais il faut reconnaître que l'espace-temps, qui a été notre cadre mental de représentation du monde, et des sensations et des émotions, est lui aussi un cadre qui est perçu, qui apparaît, qui disparaît. Alors, qui sommes-nous si nous n'existons pas dans le temps et que nous ne sommes pas contenus par l'espace, mais qu'au contraire, le temps et l'espace se déploient en moi, en je. Qui suis-je? Qui est je? Tout le secret consiste à rester avec ces questions sans chercher à y répondre, bien sûr, parce que si une réponse vient, forcément, elle naît d'un mental qui postule que l'espace-temps sont réels. Alors, finalement, ce qui est vraiment réel, c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui est transparent, c'est ce qui est infini, c'est ce qui est hors du temps et de l'espace. Ça, c'est réel. Oui. Mais nous avons hérité du mot réalité et nous avons été imprégnés par la culture du monde gréco-latin. Et en latin, le mot réalité vient étymologiquement des choses.
ce qui est devenu réel pour nous aujourd'hui, quand un enfant naît, on lui enseigne que ce qui est réel sont les choses, par opposition au rêve ou à la baguette magique de la Reine des Neiges. Hein. Mes petits-enfants s'amusaient encore il y a 1 an ou 2 au pouvoir. Donc ils vivent encore un petit peu, la petite de 5 ans, dans l'imaginaire. Donc on lui enseigne, à raison, il ne faut pas le faire trop vite, mais il y a une autre réalité apparente. Mais quand on croit que cette réalité est autonome, que l'herbe c'est de l'herbe et qu'un arbre est un arbre, que des feuilles de chêne sont des feuilles de chêne, qu'un banc est un banc, etc. Et qu'on oublie que tout ça est fait de la même essence, alors évidemment on crée la séparation et on commence à la sentir de plus en plus. C'est toute cette déconstruction-là à laquelle je vous invite. Déconstruction de la notion même de réalité. Qu'est-ce qui est premier? L'œuf ou la poule? Ma fille m'a posé un peu cette question sous forme de « mais oui, mais comment naissent les bébés? Il faut une maman pour faire naître les bébés, etc. » Et si je vous posais la question, qu'est-ce qui est premier dans votre expérience, dans ton expérience, Anouchka? Les perceptions, le monde ou la conscience? Quel est ton premier savoir? Qu'est-ce que tu sais en premier? Est-ce que tu connais d'abord le monde ou est-ce que tu connais d'abord la connaissance par laquelle tout est connu? La connaissance par laquelle tout est connu. Oui. Et il en est de même pour chaque être humain. Lorsque on prend un petit café avec quelqu'un, même de très résistant à toutes ces discussions, il admettra que ce qui est premier, c'est sa connaissance du fait qu'il est conscient. Or, la science a inversé les choses. Elle a oublié la conscience, considéré que la matière était la première connaissance. Et ensuite, elle a cherché la conscience dans la matière. Ça veut dire qu'on est à la fois l'espace, la vacuité et la lumière simultanément. On va dire que, pour ma part, je vais utiliser ces mots indifféremment. Si je parle de la lumière de la conscience ou si je parle de l'espace, ce sont des analogies, tu vois. L'analogie de l'espace a l'avantage de... il est neutre, il est accueillant, tu vois. On peut comprendre que avant que Manhattan soit sorti de terre, toutes les pièces dans les différents buildings étaient faites du même espace. Maintenant qu'il y a des buildings partout dans Manhattan, l'espace qui préexistait à la construction des buildings est toujours le même. Il semble que ces différents espaces aient été compartimentés. Mais quand ils seront détruits, l'espace n'est pas affecté. Donc l'espace est une bonne métaphore. Elle est accueil. Il y a une sensation d'immuabilité, non? Oui. Voilà. On peut aussi considérer la lumière du soleil. Le soleil éclaire tout. Et s'auto-éclaire, elle se connaît elle-même, elle n'a pas besoin d'être éclairée par autre chose qu'elle-même. Et la conscience non plus n'a pas besoin d'être éclairée par un objet ou par un neurophysicien ou un psychologue. Elle se connaît elle-même. D'ailleurs, il n'y a que la conscience. Et parfois nos discussions peuvent nous donner l'impression, puisqu'on utilise des mots qui divisent et fragmentent, qu'il y a autre chose que la conscience, mais il n'y a que la conscience.
Et il n'y a qu'elle qui se connaît elle-même. Et il y a aussi à reconnaître que tu es cela. C'est pas une conscience qui est là-bas, tu vois, comme un espace. Quand on parle de l'espace, non, cet espace, c'est toi. Cette lumière de la conscience qui éclaire le monde et qui éclaire tout par son élément de connaissance. Tout est connu par toi et ce toi, il est infini, mais c'est toi. C'est jeu, mais c'est un jeu impersonnel. Et c'est toi aussi, puis c'est Marie. C'est tout, quoi. C'est quand même merveilleux dans cette intimité. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment se reconnaître? Ben, regarde les gens qui sont là, les amis qui sont là. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un qui devrait être coiffé différemment, ou qui devrait être plus bronzé, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui devrait... si tu penses que ça devait être l'expérience que tu perçois devrait être différente d'un iota de ce qu'elle est, c'est que cette reconnaissance n'a pas lieu. C'est pour ça que je pose souvent la question, tout irait très bien si seulement. Je comprends. Parce que si on veut que les choses soient différentes d'une virgule de ce qu'elles sont, c'est qu'on n'a pas reconnu qu'on est le sans forme qui prend toute forme. C'est qu'on n'a pas reconnu qu'on est cette lumière qui éclaire tout, mais dont tout est fait. Et donc, parfois, on va dire, je vous la fais à l'envers. Parce que c'est assez facile de sentir la paix en soi, de sentir, quand la paix est très profonde, sentir une sorte de complétude. Et ensuite, c'est un peu plus difficile parfois de sentir que cette plénitude, cette paix qui semble être intérieure, est présente en toute chose. Et c'est le même espace en toi qu'à l'extérieur. C'est le moment où vraiment ça fusionne, où vraiment la non-dualité devient un vécu, un wow, tu vois. Et ça, c'est parfois plus difficile parce qu'on veut bien reconnaître la beauté du lac, là, qui est là. Mais si on visionne certaines images documentaires, certains films, ou qu'on assiste à certaines expériences, on va peut-être pas reconnaître, on va peut-être avoir tendance à refuser l'expérience. À faire comme si on pouvait la refuser, comme si on avait le pouvoir tu vois, Et là, on s'inflige une souffrance, inutile. Et qui n'est pas compatible avec la réalité, en fait. Mais on a ce pouvoir étrange de s'auto-illusionner et de se faire du mal. Ça s'appelle l'ignorance. Mais ça s'appelle l'ignorance. C'est quand on croit que le serpent est une corde. Quand on croit que le Père Noël est réel. Alors à chaque fois, à chaque 700, on tire un peu sur la barbe du Père Noël. Et puis, on arrête, quand on ne croit plus au Père Noël, on s'arrête de s'encombrer des histoires de nourriture du Père Noël ou comment les reines font pour voler dans le ciel. Il y a toute une série de pensées qui sont inutiles, qui étaient au service d'une croyance fausse qui n'ont plus lieu. Du coup, en nous, ça s'espacifie, ça s'ouvre, et du coup, on peut accueillir cette évidence que ce dont je suis fait est de la même substance que les arbres, mais aussi que mon bourreau ou que la victime. Tu vois ? C'est là où tout devient un papier de musique, hein ? Tout est parfait. C'est dans ces moments-là. Hein. Oui, c'est dans ces moments-là. Un moment, ça ouvre, on le sent, puis après ça se referme. Oui, et alors ce qu'il faut voir, c'est quand ça se referme, c'est que c'est pas la conscience qui se referme.
c'est juste un voile d'ignorance il suffit juste d'investiguer à nouveau et de se poser les vraies questions. Mais nous avons eu l'habitude, quand il y a des expériences entre guillemets difficiles ou des problèmes à résoudre, nous avons pris l'habitude de vouloir les résoudre dans le monde. D'abord. De vouloir résoudre donc la souffrance que l'on éprouve. Si on éprouve de la souffrance parce que quelqu'un nous rejette, alors on va essayer de se faire aimer par cette personne, par exemple. Au lieu de découvrir que ce sentiment de rejet ne vient pas du non-amour de l'autre, mais du fait que je n'ai pas reconnu ma vraie nature, de présence illimitée, de conscience illimitée. Parce que si je suis illimité, je ne manque de rien et je ne peux pas être déstabilisé par les atermoiements, les indécisions ou les courants contraires. Donc il y a toujours lieu d'investiguer d'abord. Tu vois ? Oui. Et le satsang, là qu'on partage, c'est on s'inspire l'amour de la vérité en fait, l'amour de l'amour, l'amour de qui on est vraiment vraiment. Alors on déconstruit des illusions. Mais c'est toujours beau et doux que de se désillusionner, parce que la réalité est toujours paix et plénitude. Mais parfois, on se laisse happer par la croyance que peut-être ce serait quand même mieux si seulement telle personne ou telle situation changeait. Donc, à nouveau, on se fait happer. C'est pour ça que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Grand Amour, qui commence comme ça. Le grand amour, tu peux le rencontrer, m'avait-on dit, aux quatre coins du monde. Mais j'ai bien vu en voyageant que la terre était ronde. Le grand amour te laissera toujours inconsolé. L'espoir est le sel de l'eau des assoiffés. Ça commence comme ça. Merci. Merci, hein, beaucoup. Merci. Oui. Ça, il faut le voir directement. À chaque moment de la journée, dès qu'il y a une attente, dès qu'il y a une lamentation, une critique, un jugement, une comparaison, hop, voir. Sans jugement. Juste voir. Et ce qui est extraordinaire, la bonne nouvelle, c'est que ce voir-là, c'est pas quelque chose que nous devons faire, c'est ce que nous sommes déjà. Alors il suffit de faire un petit pas en arrière dans la conscience et regarder à partir de qui nous sommes vraiment. C'est tout. C'est juste ça. Et quand je dis un pas en arrière, c'est encore une concession à la dualité. Nous sommes déjà cet arrière-plan de conscience. Nous sommes déjà cela. Toi, à qui je parle, chacun là, tu es déjà cela. Vraiment. Qui vient de là.
l'absence. Qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de